il s'agit donc d'un débat qui suit cette pièce, d'un débat qui est dans le cadre d'une collaboration qui maintenant dure depuis plusieurs années entre la Maison du Théâtre et l'Université Populaire. Bien, alors je serai très bref, je vais présenter ici les intervenants. Bien, alors bien entendu, je commencerai par Marion. Marion qui, bon, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Bien, Marion qui est donc dans la compagnie de l'éventuel Hérisson Bleu, voilà, qui est une compagnie qui a été fondée par 5 personnes. Ils font un travail collectif, je sais, mais attention, les créations sont quand même toujours des créations personnelles, bien qu'ensuite tout le travail soit toujours un travail, n'est-ce pas, collectif. Bon, alors, nous, ceux qui ont vu la pièce ont vu qu'il y avait quand même un fort engagement à la fois théâtral, le côté théâtral, ne l'oublions pas, on en discutera d'ailleurs, bien entendu, et aussi un fort engagement, n'est-ce pas, pour, disons ici, on va appeler ça comme ça, la cause des transsexuels. Bien, voilà, bon, j'ai commis déjà une erreur, donc ça permet, c'est bien, parce que ce sont ces erreurs qui permettent justement de donner des précisions qui seront données donc par les 2 autres intervenants. Alors, à sa gauche, il y a, nous avons Julie Mazaleg, bien. Alors, Julie connaît bien puisqu'elle a fait ses études universitaires à Amiens, a enseigné d'ailleurs aussi à Amiens, donné des cours à Amiens, bien, et maintenant est chercheuse au CNRS. Voilà. Alors, elle a sa thèse, le sujet de sa thèse, elle a publié donc un ouvrage que vous pouvez, si vous souhaitez, vous procurer, puisqu'il est mis en vente par la librairie du Labyrinthe dans le hall ici. Alors, cet ouvrage, c'est Les déséquilibres de l'amour. Eh bien, alors, il s'agit, bon, très brièvement, de montrer comment on est passé d'un jugement, disons, moralisateur, bien, puisqu'on parlait autrefois de perversité, comment au cours du 19e on parle désormais de perversion. La perversion, c'est une médicalisation, je crois qu'il y a un peu dans la pièce, on a vu aussi cette question de médicalisation, eh bien, qui est dans le fond peut-être une autre manière, certainement une autre manière de normer cette normalisation que nous voyons. Alors bien sûr ici il s'agit donc bien sûr, ici les trans est un peu différent, où la question est surtout le problème du rapport à soi, de l'identité de genre, question de genre, de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Est-ce qu'après tout c'est très simple, très clair? Bien, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en discuter. Et à sa gauche, nous avons donc, c'est Aline de France, Alice de France, qui représente ici l'association amiénoise Translucide. Bon, je crois qu'Alice va présenter son association. Voilà. Voilà, Alice. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter très rapidement l'association Translucide. C'est une jeune association qu'on a créée donc, en septembre de l'année dernière, qui a pour but d'accueillir, d'aider les personnes transidentitaires en questionnement. On accueille également les proches, les amis, les alliés ou les personnes qui souhaitent tout simplement se renseigner dans un but bienveillant envers les personnes transgenres, qui ont des personnes dans leur entourage et qui souhaitent pouvoir leur apporter leur aide. On fait de l'accompagnement dans tous les lieux où il y a nécessité, parce qu'on a pu voir dans la pièce par exemple que ça peut être difficile dans les administrations. On n'ose pas souvent aborder le problème de nos identités, donc on n'ose pas parler. Et on est là pour ça, pour aider les gens à franchir le pas, à demander les choses qui leur sont dues, tout simplement. Merci beaucoup. Ça s'écrit comment, translucide? Translucide. On demande comment ça s'écrit. Translucide, c'est comme translucide. Translucide. Translucide, oui, translucide. Voilà. Eh bien, écoutez, pour lancer un peu d'image, je m'adresserai d'abord à Marion. Bon, je vais tout simplement lui poser la question qui s'impose pratiquement. Qu'est-ce qui t'a amené, Marion, qu'est-ce qui t'a conduit à aborder, d'un point de vue théâtral, bien entendu, cette question donc de la transidentité, donc je me trompe peut-être moins maintenant, eh bien, cette mise en scène, n'est-ce pas? Voilà un peu la première question.
auxquelles tu répondras sans doute. Avant de présenter ça, un petit point de vocabulaire pour les personnes qui ne sont pas familiers de ces problématiques. Du coup, voilà, transsexuel, en fait, c'est l'adjectif utilisé pour qualifier les personnes malades du transsexualisme. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est le mot qui a été utilisé par les médecins et par la médecine pour... je suis désolée, je vais avoir vraiment du mal à m'exprimer après le spectacle. Mais oui, enfin, du coup, voilà, c'est un mot, enfin, c'est un mot voilà, qui désigne pathologique, violent, et les personnes trans choisissent, ont choisi plutôt de parler de transidentité ou et de transgenrisme, enfin de transgenre. Le transgenre, c'est le fait ça a élargi aussi la notion de personnes trans, parce que la médecine a signé aussi très fortement les personnes qui souhaitaient changer de sexe ou de genre à des stéréotypes. Donc pour considérer qu'une personne née homme et se reconnaissant comme femme puisse être reconnue par la société comme femme, en fait on l'obligeait, par la justice, par la médecine, etc., à correspondre au stéréotype que serait une femme. Et à l'inverse, voilà. Et du coup, c'est important d'utiliser transidentité ou personne trans, ou personne transgenre, voilà. Bon, ouais, je pense que là, ça suffit pour suivre après ce que va dire Julie. Après, pour ce qui est de mon texte, c'est un texte que j'ai fini d'écrire en 2012, et quand j'ai fini de l'écrire, je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que j'écris d'habitude. J'avais pas écrit beaucoup de choses, mais c'était un peu comme un corps étranger. Et c'est, je crois, un peu pour cette raison que j'ai voulu le monter. Et je vous passe un peu les détails, mais c'était pas moi qui devais jouer dedans. Ça devait être Au départ, j'avais demandé à un ami comédien, donc un homme. Et en fait, je me suis... qui est là, Romain, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on a découvert ce spectacle ensemble. Et en fait, bon, pour d'autres raisons, mais ça a fait que... je me suis dit, en fait, non, c'est pas la bonne chose, il faut que je le propose à une femme, parce que, on en reparlera tout à l'heure, notamment de la notion de travestissement dans la vie, mais aussi au théâtre. Voilà, enfin, ça avait plus de sens pour moi que ce soit une femme, et c'est aussi parce que je suis pas une personne trans, autre mot de vocabulaire, je suis une femme cis. Cis, ça correspond à cisgenre, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une désignation qui a été inventée par les personnes trans pour dénoncer l'oppression qu'elles subissaient. C'est-à-dire, cis, c'est quand, là, je suis née, on m'a dit t'es une femme, et je me suis dit, ok, je suis une femme, en gros. Donc, c'est ça, être une femme cis. Et être un homme cis, c'est être né homme à la naissance et se reconnaître comme homme. Voilà. Et comme dans la vie, on verra plus tard, mais il y a les hommes et il y a les femmes, il y a deux genres, et ben du coup, toute personne ne se reconnaissant pas dans l'un ou l'autre genre, ne reconnaissant pas ce qu'on appelle la binarité de genre, subissent des violences. Et voilà, j'en parlerai tout à l'heure aussi par rapport à ça. Et bref, et pour revenir à mon texte, le fait que ce soit une femme qui le joue, ça permettait à la fois pour moi que les personnes trans n'aient pas à se justifier, et c'était aussi, alors ça fonctionne comme un hommage, vous l'avez compris aussi, et comme moi je me reconnais comme une femme dans le monde, je voulais aussi parler du fait que en fait, par exemple pour une personne née homme et se reconnaissant comme femme, et du coup pour une femme trans, en fait, c'était aussi très violent,
parce que du coup le fait de se reconnaître comme femme allait aussi avec toute la violence envers les femmes et envers la féminité qu'il y a dans notre société. Enfin voilà, je me perds beaucoup, mais en gros c'est un peu tout ça. Et je voulais aussi faire un hommage, et je me suis beaucoup, voilà c'est joli, hein, je me suis beaucoup inspirée de la vie et du combat de Hélène Azra, qui est une femme trans qui était journaliste à Libération, puis chroniqueuse à Radio France, qui travaille toujours s'intéresser sur la chanson populaire, qui a été une militante d'ACT UP, très active, qui est toujours militante, qui je crois maintenant s'intéresse plus aux droits des trans et à la défense des trans emprisonnés. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, c'est un peu un hommage, parce que elle a une verve comme ça, et elle peut être ce qu'on appelle assez vulgaire, mais moi je trouve pas vulgaire, et j'aime beaucoup qu'elle s'embarrasse pas de la politesse, et je le crache à la gueule, c'est un peu un hommage à Hélène Azra. Et en fait c'est très marrant parce que vraiment le texte sur la sécurité sociale, je l'ai écrit en novembre 2012, je me souviens très bien, j'étais dans le sud, il y avait des inondations, j'étais à Montpellier, et en fait je me suis dit qu'est-ce que... pour moi ce qui était... on le verra tout à l'heure, il y a des personnes trans qui meurent dans le monde tout le temps, et voilà. Et c'est une violence du coup physique, sociale, mais c'est aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut être, bizarrement, au-delà de la douleur, le plus difficile à vivre? Et en fait, et qui serait commun à beaucoup de personnes, c'est en fait la violence de l'administration et des institutions bureaucratiques, et qui provoquent des situations de douleur, et voire qui exposent et qui font mourir des gens, quoi. Je vous invite à regarder le documentaire d'Ovidie, qui est une réalisatrice, sur la Suède, où justement la Suède est vantée comme un modèle de société hyper bienveillant, génial, super, Ikea, machin. Non, ça c'est... Oui, c'est la Suède. Mais, et en fait, voilà, je vous invite à le regarder, ça s'appelle Le pays où les putains n'existent pas. Voilà, et bref, tout ça pour dire quoi? Désolée, je suis hyper longue, j'arrive pas à être... oui, tout ça pour dire que voilà, j'ai écrit et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qui serait vraiment la cerise sur le gâteau, mais qui serait une violence incommensurable, bah, ce serait ce numéro 1 et 2, cette absurdité en fait. C'est l'absurdité qui souvent est très violente. Et en fait, c'est fou parce que... c'est fou, mais c'est horrible, c'est que Hélène Azra est partie à la retraite, a pris sa retraite il y a quelques mois. Et en fait, pendant quelques années, elle a été inscrite à la sécurité sociale avec un numéro 1, et a cotisé pendant qu'elle travaillait, etc. Et ensuite, elle a voulu changer son numéro et est passée au numéro 2. Et sauf que maintenant, la sécurité sociale ne reconnaît pas toutes les années où elle a travaillé en tant que numéro 1. Et du coup, elle a une minuscule retraite, et pour l'instant, elle ne touche pas de retraite parce qu'elle veut se battre pour... voilà. Et en fait, elle a envoyé une lettre un jour en disant, voilà, je veux changer de numéro, elle n'a pas eu de réponse, elle pensait que c'était bon. Et en fait, elle découvre là que genre ils veulent pas lui payer toutes les années où elle a été inscrite comme numéro 2. Enfin voilà. Donc, c'est même pas ça. Alice, peut-être réagir. Oui. Tout simplement, elle n'a même pas envoyé de lettre, c'est qu'à l'époque où elle a changé donc, son numéro de sécurité sociale, dans les débuts des années 90, il n'y avait pas de loi du tout pour le changement d'état civil. Et elle a, lors de son changement d'emploi, quand elle est arrivée à Radio France, il me semble, elle s'est inscrite tout simplement puisqu'elle avait effectué sa transition dans les années 70. Donc elle n'avait aucun problème à être une femme en société et personne ne lui posait de questions de quelque manière que ce soit. Elle s'est inscrite avec un numéro 2 au lieu du numéro 1. Et ils ne lui ont jamais rien dit. Ils n'ont jamais dit que c'était faux, que c'était pas bon. Elle a toujours eu ses remboursements de sécurité sociale, elle a été payée, elle a payé ses cotisations comme tout un chacun. Et au moment de sa retraite, on lui a dit que ah bah non, vous avez mis un 2, c'était totalement illégal, on vous sucre 1600 € de retraite. Voilà. Elle se bat donc depuis, puisqu'elle a moins que le minimum vieillesse comme retraite, alors même qu'elle a travaillé des dizaines et des dizaines d'années en tant que journaliste.
Et elle continue aujourd'hui à se battre pour ça. Elle va y arriver, puisque c'est pas le genre de personne qui lâche l'affaire. Et elle a du soutien d'énormément de personnes, que ce soit les associations trans, ses collègues, ses anciens collègues, etc. S'il faut, elle va en Cour européenne des droits de l'homme et elle gagnera, comme toujours, puisque la France se fait punir 3 à 10 fois par an là-dessus. Peut-être. Je suis un peu moins à l'aise à l'oral que mes deux collègues et que Francis, donc je vais m'appuyer sur un texte, hein, vous me pardonnerez, ce sera peut-être un tout petit peu plus plan-plan. Alors bon, je ne vais pas reprendre cette histoire que vous avez toutes les deux racontée, parce que je voulais en parler aussi, mais voilà, c'est fait. Donc je voulais commencer par deux récits. Là, le premier récit, c'est ce récit de la violence, hein, la violence administrative à laquelle se heurte Hélène Azera, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation de précarité, où on ne peut plus vivre au quotidien avec ce qu'on gagne, parce qu'on a cotisé ce qu'on gagne tous les mois, voilà. Et une deuxième récit assez différent, mais qui, vous allez voir qu'on va retrouver le même problème. Le deuxième récit, c'est le récit de Janet, qui est une jeune femme trans qui était citée par les sociologues, par deux sociologues, alors je ne vous donne pas les noms, hein, on ne va pas faire du name dropping, en 1978. Donc ces sociologues ont mené toute une série d'entretiens de terrain, hein, avec des personnes trans. Alors Janet va chez le gynécologue et au cours de la consultation, le gynécologue lui dit qu'elle a un kyste aux ovaires. Donc Janet lui dit non mais c'est absolument pas possible, j'ai pas de kyste aux ovaires, je peux pas avoir de kyste aux ovaires. Le médecin, tout à fait arrogant, hein, et puis fort de son savoir, de son expérience et de son pouvoir médical, lui dit si, vous avez un kyste aux ovaires, je sais très bien, j'ai un savoir-faire et un savoir là-dessus. Et confrontée à cette insistance du médecin, Janet se sent dans l'obligation de révéler sa transidentité et de dire non, je ne peux pas avoir un kyste aux ovaires puisque je n'ai pas d'ovaires, je suis une femme trans. Bon, alors entre l'histoire d'Hélène Azera et l'histoire de Janet, on a deux récits effectivement bien différents, mais on retrouve le même fondement, c'est-à-dire que les personnes trans, elles se heurtent à quelque chose qu'on va appeler la binarité de genre, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a que des hommes et que des femmes qui seraient comme ça depuis leur naissance. Alors, avant de reprendre là-dessus, je vais juste souligner un problème. C'est que si je partage avec ces deux femmes, avec Hélène et avec Janet, une condition sociale et politique commune, qui est celle de femme, avec les oppressions spécifiques dont tu parlais avant, Marion, qui sont partagées entre toutes les femmes, par contre, je ne suis pas une personne trans. C'est-à-dire, je ne subirai jamais les expériences que Hélène et Janet ont subies. Alors c'est un problème immédiat, puisque comment est-ce que je peux parler des transidentités sans parler à la place des personnes trans ? Comment est-ce que je peux parler des transidentités sans faire des personnes trans les objets d'un discours surplombant qui les prive de la place de sujet social et politique qui est la leur ? Alors, c'est en effet, il faut le rappeler, une revendication centrale des personnes trans, hein, qui sont encore soumises à la transphobie. La transphobie qui va se déployer dans des violences symboliques, mais aussi des violences matérielles. L'invisibilité, la réification, c'est-à-dire la transformation en choses, hein, en phénomène objet, par des discours médicaux et psychologiques et des représentations culturelles, hein, qui vont osciller, qui vont présenter les personnes trans soit comme pathétiques, voire comme monstrueuses. Et tout ça va justifier des discriminations, la stigmatisation jusqu'à la violence physique et même jusqu'au meurtre. Donc les violences transgenres sont les violences transphobes sont quotidiennes. Il y a des personnes trans qui meurent tous les jours, un peu partout dans le monde. Donc toute la question, c'est comment est-ce que je ne vais pas voler la parole ? Comment est-ce que je ne vais pas reconduire ces gestes de violence alors que je suis une femme non trans, mais une femme cisgenre ? Donc je vais revenir justement sur ce point de vocabulaire. Alors c'est une notion qui a été introduite, bien sûr cisgenre, c'est une notion qui a été introduite par une écrivaine et militante trans, Julia Serrano, enfin qui a été introduite ou popularisée, on va dire, en 2007, donc par une chercheuse, écrivaine et militante, Julia Serrano. Et Julia Serrano, quand elle parle de cisgenre, en fait en anglais c'est cissexual, elle vient qualifier ce qu'elle appelle un privilège. C'est le privilège cisgenre, et c'est ce qui rend justement ma parole sur les transidentités extrêmement problématique.
Alors, pour vous donner des analogies, le privilège cisgenre, il serait analogue au privilège de classe, celui des classes supérieures sur les classes populaires, ou bien au privilège des blancs sur les personnes racisées, ou bien au privilège des hommes sur les femmes. Autrement dit, parler de privilège cisgenre, c'est viser des prérogatives symboliques et matérielles qui sont attachées à l'appartenance à un groupe considéré comme légitime. En l'occurrence, le groupe dont le genre, je vais utiliser genre pour dire homme ou femme, correspondrait à leur sexe biologique, mâle ou femelle, on va y revenir, et plus précisément, le groupe des personnes dont le genre, homme ou femme, correspondrait à la conformation native de naissance de leurs organes génitaux. Le fondement de ces prérogatives que j'ai par rapport à une femme trans, c'est le postulat qu'être une personne cisgenre, eh bien, c'est appartenir à un ordre naturel et normal du monde qui se présenterait comme une évidence et qui donc n'a pas à être interrogé ou remis en question. Alors c'est pour ça que les personnes cisgenres, elles ne pouvaient pas nommer ce privilège. C'était uniquement les personnes trans qui pouvaient nommer ce privilège. Puisque pour nous, personnes cisgenres, eh bien, il n'y a pas de privilège. Ça apparaît comme une évidence, tout comme les privilèges des hommes par rapport aux femmes. Donc c'est les féministes qui ont questionné les privilèges des hommes par rapport aux femmes, ce n'est pas les hommes. Donc c'est parce que les personnes trans, justement parce qu'elles rompent avec cet ordre supposé naturel et qu'elles vivent en conséquence des expériences qui sont marquées par la stigmatisation, qui conduisent à interroger le système cisgenre. Alors, cette évidence soi-disant naturelle, ou qui apparaît naturelle au sens de spontané, cette évidence du genre, eh bien dans les années 60, il y a donc un sociologue qui a été fondateur de l'ethnométhodologie qui s'appelait Harold Garfinkel, qui à travers le parcours d'une jeune femme trans, Agnès, qui a caractérisé cette attitude spontanée que les personnes cisgenres entretiennent par rapport au genre. Alors c'est une attitude qui apparaît dans nos vies les plus ordinaires, nos actions, nos interactions les plus ordinaires. Donc, bon, pour résumer ce que dit Garfinkel, il dit voilà, l'attitude spontanée que les personnes, et qu'il n'appelle pas encore cisgenres, puisque bien sûr le vocabulaire n'avait pas été inventé, ont par rapport au genre, c'est d'abord de dire voilà, il n'y a que deux genres, hommes et femmes, et qui sont censés être invariants, on est homme ou on est femme, on est et on est, et chacun doit être classé dans un genre ou un autre de manière exclusive. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça, c'est les premiers points de l'attitude spontanée. Deuxième point, les organes génitaux sont censés être le signe et la preuve cruciale de l'appartenance de genre. Bon, vous remarquerez qu'on ne voit pas beaucoup les organes génitaux des autres dans les interactions ordinaires. Mais quand même, on suppose qu'ils ont des organes génitaux qui correspondraient à leur appartenance de genre. C'est l'histoire de Janet. C'est le gynécologue qui dit vous avez des ovaires. Il a vu une femme, il a postulé des ovaires. Et ensuite, c'est l'idée que la binarité de genre, le fait qu'il n'y aurait que des hommes et que des femmes, et l'appartenance à un genre, être un homme ou être une femme, eh bien ce seraient des réalités naturelles qui seraient fondées sur une réalité objective extérieure au monde social. Donc pour cette attitude spontanée vis-à-vis du genre, les personnes qui semblent échapper à la binarité de genre sont alors considérées comme exceptionnelles. Soit on pense qu'elles relèvent de la déviance, y compris pathologique, soit, on va dire que ça relève uniquement de rituels cérémoniels. Par exemple, on accepte ça lors du déguisement pendant le carnaval. Alors, cette analyse de cette attitude naturelle par rapport au genre, cette attitude spontanée par rapport au genre, elle converge avec les conclusions des études de genre et des études féministes, dont l'essor était presque contemporain en fait, du travail de Garfinkel. Le genre, en réalité, apparaît, on va voir pourquoi, comme un sexe social, et non pas comme un sexe naturel, qui est construit de manière binaire et exclusive. Alors par les actions, par les interactions des gens en société, mais aussi par les institutions, le droit avec l'état civil, par les administrations, par l'école, par la médecine. On est donc censé être soit homme, soit femme, de manière fixe, et nos identifications immédiates du genre des personnes qui nous entourent à la mention du sexe qui est inscrite à l'état civil. On rappellera quand même que le droit français ne définit pas le sexe juridique, mais il n'en reconnaît que deux, et exclusivement que deux, ce qui a encore été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation le 4 mai 2017. Autrement dit, on voit bien avec le sexe juridique, le genre apparaît comme un fait social.
Et c'est toute la nécessité de l'ancrer dans l'idée d'une nature. Parce que c'est une justification. Dès que vous dites que quelque chose a un fondement dans la nature, eh bien, vous le justifiez, vous lui donnez un fondement absolu, donc on n'est plus censé pouvoir le remettre en question. Sinon, vous êtes obligé de reconnaître que c'est une convention. Alors même si c'est une convention profondément ancrée dans l'esprit, dans les perceptions, dans la vie des individus, à partir du moment où vous dites que c'est pas fondé en nature, vous êtes bien obligé de reconnaître que c'est conventionnel, et si c'est conventionnel, ça peut changer. Bon. Donc, l'ancrage du genre dans la nature, c'est une manière, on dit, de l'essentialiser, d'en faire une réalité fixe qui serait éternelle, non transformable, non amendable socialement. On peut parler de naturalisme du genre, et qui peut prendre des formes diverses, du biologique au psychologique. Alors, on va d'abord parler du côté biologique. Du côté biologique, c'est l'idée la plus commune, c'est l'idée que les individus humains, ils sont hommes ou femmes parce qu'ils naissent soit mâles, soit femelles, exclusivement. Alors du côté psychologique, c'est l'idée, ça couronne l'idée biologique, c'est l'idée que le développement de la personnalité, de l'individualité et l'identité sexuée seraient conformes au sexe de naissance. Et que les cas où c'est pas conforme, ce serait une maladie. Donc ça, c'est ce que les psychiatres et les médecins ont dit des personnes trans. On reviendra là-dessus. Donc, dans cette perception qui voudrait qu'on est homme ou femme parce qu'on est mâle ou femelle, les personnes qui divergent de ça, à savoir les personnes dites intersexes. Les personnes dites intersexes, c'est celles qu'on appelait les personnes hermaphrodites avant, c'est un terme qu'on n'utilise plus. Et de l'autre côté, les personnes trans, eh bien, on les considère comme des anomalies biologiques ou psychologiques, qui sont donc à rectifier, à normaliser. Alors, le problème, c'est que cette référence à une nature ou à une essence du genre qui serait dans la biologie, eh bien, ça relève d'un postulat, ça ne relève pas d'effets objectifs. Bon, on le voit avec l'expérience de Janet, comme je vous dis, le gynécologue voit une femme, il postule des ovaires. Voilà. Donc vous voyez bien qu'on a un postulat, il ne les a pas vus, ces ovaires, il les a juste posés, il a posé leur existence comme ça. Et de plus, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, il est devenu absolument impossible de maintenir l'hypothèse d'une binarité biologique des sexes. C'est pas vrai que dans l'espèce humaine, il n'y a que des mâles et des femelles. Alors pour reprendre ce que la biologiste Anne Fausto Sterling, biologiste américaine, disait déjà en 1993, si on voulait pouvoir dire qu'il y a des sexes biologiques, il faudrait en compter au moins 5. Au moins. Et les recherches les plus contemporaines, puisqu'on n'est plus en 1993, ce qu'elles mettent en évidence, c'est que le sexe biologique, il se présente sur un continuum. Il y a de nombreux intermédiaires entre mâles et femelles. Et ça, c'est les variations normales et naturelles du sexe biologique dans les populations humaines. Donc, quant aux hypothèses psychologiques sur les trans, la condition trans comme maladie mentale, elles sont idéologiques, je vais y revenir. Donc, on a affaire à un fondement naturel qui n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on classe les individus comme des hommes ou comme des femmes que c'est fondé en nature, c'est fondé dans les faits objectifs biologiques. La féministe matérialiste Christine Delphi le soulignait, alors avant de s'illustrer par la multiplication de propos transphobes ces dernières années malheureusement, mais Christine Delphi, donc sociologue et théoricienne féministe, disait c'est bien le genre, c'est-à-dire la division du groupe humain en deux groupes sociaux distincts qui précède le sexe, c'est-à-dire c'est le fait de diviser l'humanité entre hommes et femmes qui fait que secondairement, on va attribuer au caractère sexuel, visible, au corps, une signification sociale. C'est parce qu'on va diviser l'humanité en deux groupes qu'on va donner une signification sociale au pénis et au vagin, par exemple. Alors, dire que le genre c'est un sexe social, et pas fondé en nature, c'est pas pour autant dire que c'est quelque chose une convention qui serait modifiable par un claquement de doigts. Ça, c'est bien la difficulté à laquelle se heurtent les personnes trans et intersexes. C'est une convention qui est profondément implantée dans nos modes de perception, qui nous conduisent à faire quoi? Qu'est-ce que vous voyez au jour le jour? Donc, je ne demande pas aux personnes trans parce que, justement, elles sont sensibilisées à ça, mais qu'est-ce que la plupart d'entre nous voient au jour le jour? On perçoit des hommes ou des femmes. Voilà, c'est comme ça. La perception même divise le monde en deux groupes. Donc nos catégories sociales sont implantées même au niveau de la perception. Elles sont implantées dans nos comportements.
dans la manière dont on interagit avec les autres. Vous n'allez pas interagir de la même manière avec votre interlocuteur, votre interlocutrice, selon que vous la genrez comme un homme ou une femme. Vous-même, selon que vous vous genrez comme un homme ou une femme, vous n'allez pas vous conduire de la même manière. Vous allez par exemple, notamment, exemple du fait que la binarité de genre est une construction sociale, vous allez par exemple, quand vous êtes une femme cisgenre, mais c'est le cas aussi pour des femmes transgenres, vous allez éviter les signes physiques de masculinité. Pour vous donner une petite anecdote personnelle, depuis l'adolescence, je me décolore le duvet au-dessus de la lèvre supérieure, parce qu'on m'a appris, en dépit de mon féminisme et de la sensibilisation que j'ai pu acquérir par la suite, parce qu'on m'a appris qu'une fille, ça n'avait pas de moustache. Voilà. Ça, c'est une manière dont on va refuser, dont on va implanter dans nos pratiques corporelles mêmes, le fait qu'il n'y a que deux genres et que les hommes doivent se distinguer radicalement des femmes. Donc, alors, on a un mode de catégorisation binaire, mais le problème en plus qui se rajoute, c'est que ce n'est pas un mode de catégorisation qui serait politiquement neutre. Bon, finalement, il y a deux catégories, les hommes et les femmes, tout va bien. Ils sont différents, mais c'est pas très grave. C'est aussi un mode de hiérarchisation entre les individus. Alors, comme le montraient les luttes féministes depuis le début, c'est un mode de hiérarchisation entre le groupe des hommes et le groupe des femmes. C'est un mode de hiérarchisation entre le groupe des hétérosexuels et le groupe des homosexuels. Et c'est aussi un mode de hiérarchisation entre le groupe des personnes supposées cisgenres et le groupe des personnes qui ne correspondent pas aux normes de genre, c'est-à-dire les personnes transgenres et les personnes intersexes. Et non-binaires, oui, je vais en parler dans les transidentités. Et donc, toutes ces personnes qui ne correspondent pas au système de genre, eh bien, elles sont rejetées dans les marches, elles sont rejetées dans la déviance, et elles font l'objet de quelque chose, phobie, homophobie, transphobie. Donc, le système de genre, il n'est pas simplement normatif, il ne nous contraint pas à percevoir de manière binaire des hommes ou des femmes, mais il est aussi normalisant, c'est-à-dire qu'il engendre des effets d'exclusion, des effets de violence sur celles et ceux qui s'en écartent. Et l'histoire politique de toutes celles et ceux qui s'écartent des normes du genre, eh bien, elle est en partie commune. Car toutes, c'est-à-dire les personnes homosexuelles, les personnes intersexes, les personnes trans, elles ont subi et subissent encore des effets qui touchent directement à leur identité, à leur sexualité, à leur corps et à leur possibilité d'existence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur cette histoire politique des conditions trans à partir de leur émergence et revenir sur le fait que c'est vraiment à partir de leur lutte, de leur militantisme, de leurs revendications qui me semble procéder, et ça peut être un objet de discussion, d'une conception absolument radicale de la démocratie, contre les discriminations, contre la stigmatisation, contre les violences publiques et privées, que les personnes trans en sont venues à fragiliser le système de genre. Alors, chef, je veux mon timing. Pardon ? Je veux mon timing. Oui, encore 10 minutes, vas-y. Juste 10 ? Ouh là là, il va falloir que j'aille vite. Donc, voilà, on va resserrer un peu. Bon, d'abord, on a parlé de transsexuels et en distinguant de la transidentité. Donc, je vais revenir rapidement sur l'histoire de ce que c'est que la transsexualité. Alors, j'espère que comme ça, vous n'utiliserez plus les termes de transsexualité ou transsexualisme. Parce que transsexualité et transsexualisme, eh bien, c'est une invention médicale qui a dépossédé les personnes concernées de leur savoir, de leur possibilité d'action, en les écrasant sous une identité pathologique entre 1850 et entre 1850 et 1960, puisque les années 70, ce sont les premières contestations. Alors, bon, pour aller vite, je ne vais pas pouvoir vous parler du 19e, mais c'est pas très grave. Mais invention au 19e siècle, pour aller vite, de l'idée d'un sens sexuel contraire, qui serait une maladie mentale, qui concernerait les homosexuels, les personnes qu'on appellera plus tard personnes trans, une partie des personnes intersexes, les gens qui se travestissent, les femmes un peu viriles, les hommes un peu efféminés, tout ça, vous mettez ça dans le même sac, et vous apposez ça, vous apposez là-dessus l'idée d'une maladie mentale, qui serait liée au fait qu'on transgresse le système de genre, donc on serait atteint d'une maladie qui serait, on appelait ça à l'époque l'inversion sexuelle. Ouh là là. Alors, au début donc les psychiatres en font une maladie mentale, certains vont même jusqu'à dire que ce qu'on appellera plus tard les conditions trans, eh bien ça relève de la folie, du délire, qu'on appellera psychose. C'est encore le cas chez certains psychanalystes lacaniens aujourd'hui. Donc,
À partir des premières décennies, bon, à la fin du 19e siècle, on dit voilà, les personnes qui pensent qui ont des corps d'hommes et qui disent qu'elles sont des femmes, elles sont complètement folles et vice-versa. Hein, quand il s'agit de femmes, de personnes qui ont des corps féminins et qui disent en fait mon identité est celle d'un homme. Mais au début du XXe siècle, quelque chose se modifie puisque c'est les progrès de l'endocrinologie, hein, la science des hormones. Et à partir de ce moment-là, l'intervention technique sur le corps devient possible. Donc on a les premières administrations d'hormones. On va administrer des hormones à des homosexuels, on va administrer des hormones à des personnes intersexes, et puis on va commencer à administrer des hormones aussi à ces personnes qu'on considérait comme folles avant, qui disent moi j'ai peut-être un corps de femme, mais je me sens un garçon depuis l'enfance. Et à ça, on va coupler des opérations. Alors, les premières interventions, la première intervention médicale connue, donc vous avez sans doute entendu parler si vous avez vu la sortie de ce film qui s'appelait Danish Girl, c'est Lily Elbe, qui est devenue une peintre danoise, qui est la première femme trans recensée dans l'histoire, et qui a bénéficié d'une opération, ce qu'on appelle une opération de réassignation sexuelle. Donc là, on est en 1933, et elle a écrit son autobiographie, et à partir des années 50, donc développement des techniques, etc., ces opérations de réassignation, elles commencent à se multiplier, et le terme transsexualisme apparaît en 1953 pour qualifier quoi? Un syndrome qui relève quand même de la maladie mentale et de l'anomalie psychologique, mais qui peut donner droit à bénéficier d'opérations de réassignation. Alors, c'est dans ce cadre qu'on commence à parler d'identité de genre, mais pas du tout au sens où j'en ai parlé au début, c'est-à-dire au sens sociologique et féministe. Hein. On parle d'identité de genre comme l'identité profonde et psychologique du sujet, c'est le sentiment de son identité personnelle. Et on considère que les personnes chez lesquelles le sentiment d'identité personnelle lié au sexe est inadéquat à leurs organes génitaux, eh bien, si jamais ils correspondent à certains stéréotypes, ils peuvent avoir droit de bénéficier d'une réassignation de sexe. Alors, les personnes dites à l'époque transsexuelles par qui? Par les médecins et par les psychiatres, pouvant prétendre à une telle réassignation, eh bien, elles devaient faire des preuves, la preuve par différentes dimensions, qu'elles pouvaient être de bonnes candidates, de vraies candidates transsexuelles. On se met à parler de vrais et de faux transsexuels. Donc il y a ceux qui correspondent aux critères des médecins et puis il y a ceux qui ne correspondent pas aux critères des médecins. Donc il faut faire la preuve par ses comportements, par son histoire, par exemple pour être vraiment une femme trans, pour être une vraie femme trans selon les équipes médicales, eh bien, à l'époque, il fallait être hétérosexuel, il fallait aimer les hommes. Donc, vous êtes une vraie femme trans, si jamais... c'était... C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, alors justement, je terminerai là-dessus, c'est encore le cas aujourd'hui pour la SOFECT, la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme. Donc, il faut coller à ce qu'on appelle des stéréotypes de genre. Donc, pour être une vraie femme trans, qui pourra bénéficier d'une opération, il faut se maquiller, il faut avoir les cheveux longs, il faut être une femme efféminée, si j'ose dire, il faut avoir des boyfriends, il faut dire qu'on a été attiré par les garçons depuis l'enfance, etc., etc. Et la même chose collée à des critères de virilité, si on est censé être un vrai homme trans. Bon, à l'époque, on s'intéressait surtout aux femmes trans. Donc, ce qu'on appelle la transsexualité, c'est un dispositif médical. C'est un dispositif médical qui est normalisateur, puisqu'il force les personnes à correspondre à un certain modèle défini par qui? Pas défini par elles-mêmes, défini par le corps médical. Donc, en France, le premier protocole de réassignation, donc c'est plutôt dans certains pays européens, c'est dans les années 50 aux États-Unis. En France, c'est en 1979, et bien ça reprend exactement tous ces critères de stéréotypes de genre dont je vous ai parlé. Donc, qui a inventé le transsexualisme? C'est pas les personnes trans, c'est la médecine et la psychiatrie, de manière normalisatrice. Excusez-moi, je pensais à Harry Benjamin. Oui, voilà. En fait, je ne l'ai pas cité, mais 1953, voilà. C'est Harry Benjamin qui était un endocrinologue et qui officiait dans la première clinique d'identité de genre qui pratiquait des opérations sur des personnes trans et des personnes intersexes. Donc, vous avez compris que le transsexualisme, c'est pas
pas quelque chose qui est extrêmement favorable aux personnes trans dans leur diversité, dans leur trajectoire existentielle. Donc, pour reprendre les termes de la chercheuse en études trans Karine Espinera, on peut dire que la transsexualité, ce n'est pas juste un mot, c'est un appareil politique et idéologique qui produit des effets directs de maltraitance sur le corps des personnes et de l'ensemble de leur existence. Puisque ce dispositif, il impose des procédures médicales, des procédures psychiatriques lourdes de normalisation de genre, puisque ce sont les psychiatres qui vont décider si vous êtes une vraie personne transsexuelle ou pas. On dénie du coup toute possibilité d'action sociale et politique aux personnes trans. Donc aujourd'hui, on a, bien que les critères psychiatriques se soient un peu assouplis depuis les années 1980, il y a toujours un contrôle du diagnostic qui est opéré par des psychiatres, et en particulier par les praticiens de la SOFECT, comme je vous ai dit, donc la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme. Ce qui a changé par contre entre-temps, depuis les années 70, c'est que les personnes trans, eh bien, elles se sont constituées en collectif associatif et en collectif politique, et elles ont affronté cette mainmise et les violences médicales qui pesaient sur leur trajectoire d'existence. Donc, l'essor d'une communauté trans, c'est-à-dire la constitution d'un sentiment d'appartenance collective, d'un groupe social et de la possibilité du coup d'une action politique collective, un peu parce qu'on ne peut pas agir politiquement tout seul de son côté, eh bien ça commence dans les années 60 et pour résumer, ça émerge par 3 voies. D'abord, c'est la constitution de ce qu'on appelle en sociologie une subculture trans, c'est-à-dire une culture qui va être minoritaire mais qui va se développer dans un groupe et qui s'est développée au sein des cultures gays et lesbiennes. Donc les cultures gays et lesbiennes, pour revenir rapidement sur cette période, elles étaient marginalisées, elles étaient invisibilisées en raison de la répression qui était particulièrement une répression policière, mais c'était des cultures qui étaient bien actives. Et en particulier, je vais prendre juste le cas des États-Unis et de la France, elles se déployaient dans des espaces spécifiques qui ont contribué à développer une solidarité et un sentiment de communauté chez les gays et les lesbiennes, mais aussi chez les personnes trans. Donc c'est en particulier les bars gays, lesbiens et les cabarets transformistes qui faisaient partie de ces espaces dans lesquels se nouait un sentiment de communauté. Alors à Paris, il y a le cabaret La Tournelle, qui était un cabaret célèbre, où se produisaient des artistes transformistes et des artistes transgenres transformistes, qui sont devenus par la suite célèbres. Alors un certain nombre d'entre vous en ont sans doute entendu parler, puisque la figure la plus emblématique de cette période, c'est que Jacqueline Charlotte Dufresnoy, son nom de scène c'était Coccinelle, et qui est une artiste française trans qui a eu un succès international. À New York, donc aussi célèbre dans l'histoire, peut-être même les plus jeunes ont vu le film de Roland Emmerich, même s'il n'est pas très bon, mais au moins il est sorti il y a 2 ans. Donc à New York, c'était le bar gay, le Stonewall Inn, qui a été le point de départ des émeutes de Stonewall dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, auxquelles participèrent de manière visible les personnes trans. Donc c'est-à-dire que vous aviez des personnes trans trans et à ce moment-là travestis qui sortaient dans la rue avec les paillettes, les talons, etc. pour taper sur les flics. Donc aider. Oui, bien sûr. Alors, un petit détail justement sur l'émergence de ce mouvement, c'est le film Pride, c'est bien ça? Ouais. Oui. Alors, tout le mouvement a été justement initialisé à la base, et quasiment personne ne le sait puisque c'est pas du tout repris par le film, par une femme transracisée qui s'appelle Martha Johnson, donc une femme trans noire qui a littéralement tout donné à ce mouvement et qui a tout perdu par la suite, puisque la communauté pour laquelle elle a décidé de passer derrière, la communauté LGBT, plus jugée qu'autre chose d'ailleurs, l'a complètement oubliée derrière. Donc elle a réussi à fonder très longtemps après un autre collectif de défense des personnes trans, mais qui n'a pas eu l'effet escompté. Donc le mouvement initial d'émancipation LGBT aux États-Unis avec le bar de Stonewall vient bien d'une femme trans. Et ça aurait été bien qu'ils le reprennent dans le film. C'est pour ça qu'il est mauvais. Oui, c'est pour ça qu'il est mauvais. Oui. Désolé. Non, rien. Je parle trop déjà.
Donc voilà, du coup, pour rebondir, effectivement, la constitution des personnes trans en collectif politique, elle passe donc par l'émergence de ces mouvements LGBT, ça c'est la seconde voie. Et à partir de la fin des années 60, du début des années 70, c'est des mouvements qui vont d'abord se centrer sur la résistance à la répression et à la stigmatisation homophobe et transphobe, en particulier la résistance à la répression policière, qui sont devenus un mot d'ordre désormais public, c'est-à-dire visible. Public, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire visible dans l'espace public, visible dans la rue, visible dans l'espace médiatique. Bon, aux États-Unis, c'est juste après Stonewall, le développement du Gay Liberation Front, qui était inspiré des luttes menées par les Afro-Américains pour leurs droits à partir des années 50, mais qui a effectivement très vite minorisé les luttes trans, enfin invisibilisé même carrément les luttes trans. En France, c'est le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, duquel sont issus les Gasolines. Donc ces deux mouvements, Hélène Azeran en fit partie. Et le phare comme les Gasolines organisaient des événements publics provocateurs. Donc c'était les Gasolines qui sortaient dans la rue, tout talons aiguilles et paillettes sorties pour emmerder les flics. Voilà, donc c'était assez visible, si vous voulez. C'était le but d'une outrance dans l'espace public pour donner de la visibilité aux revendications trans. Bon, vous avez aussi en parallèle les Gouines Rouges, qui est proprement un groupe lesbien de l'époque. Donc c'était parallèle au MLF, au mouvement de libération des femmes, et ces mouvements appelaient à lutter contre ce que le phare appelait le racisme sexuel de la société et des institutions françaises. La troisième voie par laquelle un sujet collectif trans s'est développé, c'est les associations d'entraide et de support pour les personnes trans, dont tu as parlé, qui sont toujours extrêmement importantes aujourd'hui dans le paysage associatif, qui ont permis à une solidarité d'émerger face à des effets de détresse, qui sont issus de quoi? De la stigmatisation, de la solitude, de la précarité, auxquelles les personnes trans étaient confrontées. Donc vous avez toute une série d'associations d'entraide qui sont forgées en France à partir de 1965. Bon, je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà été trop longue. Et donc on pourrait dire une quatrième voie, c'est la visibilité médiatique, non pas malheureusement des personnes trans, mais des femmes trans, puisque le sensationnalisme de la télévision et du public français faisait que c'était surtout les femmes trans qui intéressaient les gens. Donc dans les années 80, des femmes trans ont quand même octroyé à la transidentité une visibilité médiatique. Donc il y a Hélène Zera, il y a Coccinelle, il y a Marie-Ange Grenier qui avait fondé une association extrêmement importante en 1981, l'Association médicale française des transsexuels, Sylviane Dulac, qui était écrivaine, et Maude Marin, qui était une avocate, donc avocate trans. Et on a donc développement d'une communauté politique, visibilité, et là l'existence et les revendications des personnes trans commencent à devenir publiques. Mais en France, il faut vraiment attendre les années 2000 pour le boom, la radicalisation politique et le boom associatif dans le paysage français. C'est dans les années 90 aux États-Unis et c'est une décennie plus tard en France. Alors, au cours des décennies 90, de la décennie 90, il y a quand même des choses qui se passent, de nouvelles associations sont créées. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est l'association de lutte contre le sida ACT UP, qui est une des rares à porter les revendications trans, y compris les revendications trans en prison, qui sont toujours d'actualité. Mais le monde associatif reste surtout centré sur la question de l'entraide. Et les mouvements gays et lesbiens, qui ne sont pas très ouverts aux questions trans à l'époque, marginalisent extrêmement fortement. Voilà, c'est plutôt des luttes LGB, et comme tu le disais, c'est même plutôt le G qui prédomine, les lesbiennes et les bi étant aussi invisibilisées. Mais dans les années 90, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe, c'est que les fondements d'une nouvelle forme de militantisme sont posés, parce que au sein de certains groupes, par exemple le Zoo, sont développées deux expertises, une expertise en médecine et une expertise du côté du droit. Et c'est là qu'on va avoir le développement, dans les années 2000, de revendications beaucoup plus radicales. Et c'est au début des années 2000, justement, et je terminerai là-dessus, que les luttes trans commencent à devenir autonomes. Et bon, là, on voit la multiplication des associations, l'émergence de manifestations publiques, la première marche Existrans qui est organisée en 2007, notamment à l'initiative de Tom Recher, qui est un militant et psychologue qui avait déjà fondé l'association du syndrome de Benjamin en 1994. Et avec Internet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres endroits, c'est le renforcement du tissu communautaire. Les gens parlent ensemble. Donc ça permet de créer de nouvelles interactions, de nouvelles relations, de nouveaux réseaux.
bien de l'existence, la marche communautaire, elle a 23 ans. Donc c'est 97 ? C'est Attends, c'est 18, 97, on dirait. je ne sais, est-ce que je ne sais C'était une autre marche avant. 99. Alors, non, il y avait bien une marche de revendication pour les personnes. Le Il micro. faut prendre le micro, on n'entend pas. Excusez-moi. Et répétez un peu la question, que certains n'ont Alors, pas entendu. en ce qui concerne l'existence, cette marche, il me semble que cette année on en est à la 23e ou à la 24e édition. Cette marche a suivi donc, la décision européenne de 1992 concernant la vie privée et le respect de la vie privée des personnes trans pour la stérilisation. Oui. Alors, effectivement, elle a peut-être changé de nom. Oui, je pense que ça, voilà. Oui, c'est ça. il me semble qu'elle a changé de nom, mais c'est bien la même marche. Oui. Ok. Mais c'est vrai que le nom existe trans, peut-être qu'effectivement Je c'était en pense que 2007. c'est non, ouais. Mais merci pour l'actu. Donc, Il y a des choses que, voilà, c'est mieux placé. Le micro. D'où l'importance, vous voyez, de laisser la parole aux personnes concernées. Et je vais justement y venir, donc, puisque c'est à partir des années 2000 que se développent des revendications politiques beaucoup plus radicales et beaucoup plus générales. Donc c'est une transformation qui s'est notamment opérée par deux voies, et ces deux voies, c'est celle du savoir et de l'expertise. Voilà pourquoi il faut laisser parler en premier les personnes concernées. Alors d'abord, c'est l'importance croissante chez les personnes trans, mais aussi ailleurs, hein, c'est un mouvement beaucoup plus général dans les sociétés d'Europe de l'Ouest, l'importance croissante du point de vue ce qu'on appelle le point de vue des usagers, et le développement d'une expertise médicale propre aux trans, dont on trouve déjà un des modèles dans le modèle du patient expert qui a été développé par ACT UP. Les personnes trans, en tant qu'elles sont aussi des corps qui sont directement aux prises avec des techniques médicales qui peuvent être extrêmement lourdes, avec l'accès aux soins et à la santé, eh bien, ils ont développé des connaissances et un savoir-faire, notamment en étant contraintes à certains moments de passer autour des protocoles, de contourner les protocoles médicaux. Donc, elles ont acquis un savoir-faire qui leur permettait de faire valoir leur expertise face aux médecins. Donc, elles ont pu s'imposer comme des acteurs et des partenaires sociaux légitimes dans le traitement des problèmes qui les concernent. Donc ça, c'est vraiment déjà une question démocratique. C'est pour cette raison que depuis les années 2010, les collectifs trans participent directement au processus de négociation qui préside à l'élaboration des catégories médicales les concernant. C'est-à-dire que si les transidentités sortent des classifications psychiatriques, c'est pas grâce aux psychiatres, c'est grâce aux trans. Deuxième point, ça a été les apports des études féministes, des études de genre et des études queer, et plus généralement des études en sciences sociales. Donc ces études, elles ont conduit à deux ruptures depuis les années 70, puisque, c'est un peu ce dont je vous ai parlé en introduction, ce sont des études qui ont permis de dénaturaliser le genre et le sexe, en mettant en évidence que le système de genre binaire, celui qui fait qu'il y a soit des hommes, soit des femmes, et c'est censé être naturel, et hétéronormatif, c'est-à-dire que la normale c'est quand même d'être hétéro, eh bien c'était une construction historique, une construction sociale, une construction politique qui produisait des inégalités et des violences. Donc ça, ce savoir-là, tout ce savoir développé en 30 ans, les personnes trans se le sont appropriés en travaillant dur, puisque ce sont quand même des textes académiques, universitaires, donc ils sont devenus des chercheuses et des chercheurs. Et ensuite, les féministes avaient mis aussi en avant, depuis les années 70, le caractère essentiel de la prise en compte du point de vue des personnes concernées. C'était notamment les féministes racisées, les féministes noires qui avaient mis ça en évidence. Dans l'élaboration même des connaissances, c'est-à-dire qu'en tant que femme noire, on vit des oppressions que ne vivent pas les femmes blanches, et dont on peut parler puisqu'elles sont invisibles aux femmes blanches. Donc ce caractère absolument central du point de vue pour la connaissance, eh bien c'est aussi un apport important pour la culture trans, et on a une vraie culture théorique trans qui s'est constituée et qui a donné lieu à l'émergence du courant des études trans, un trans studies en anglais, et du transféministe qui est porté par des chercheuses et des chercheurs militants et qui vient soutenir et nourrir les revendications politiques. Alors en 2010, en France, je vous donne la référence, c'est la fondation de l'Observatoire des transidentités par les chercheuses Karine Espinera et Maud Thomas. Alors pour celles et ceux qui veulent aller plus loin,
je vais conclure. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'aller sur le site de l'Observatoire des transidentités. Vous aurez tout un tas de références, tout un tas d'articles écrits par des chercheuses et des chercheurs trans, mais aussi non trans, sur les questions trans. Alors, pour terminer, quels ont été les résultats de ces 3 apports? Eh bien, d'abord, la déconstruction du sujet transsexuel psychiatrisé et médicalisé, qui a été remplacé par le vocabulaire, et vous avez compris que ce n'est pas qu'une question de mots, par le vocabulaire de la transidentité. Donc, dans la lutte politique contre la stigmatisation. Alors que la transsexualité, on a vu que ça nommait un dispositif idéologique contraignant, eh bien la transidentité, au contraire, ça permet d'inclure la diversité des personnes trans, qui sont aussi diverses que les personnes cis dans leur histoire et leur trajectoire. Donc des personnes opérées ou pas, des personnes hormonées ou pas, des personnes se reconnaissant comme hommes, femmes ou comme personnes non binaires. Le second front commun, c'est celui du droit et des droits, et notamment en France, celui de la question de l'état civil, de la possibilité pour les personnes trans, mais aussi intersexes, de modifier leur état civil. Donc, comme Marion l'a rappelé, jusqu'en 2016, dans la loi, la stérilisation des personnes trans était une condition d'accès au changement d'état civil. Vous percevez ce que veut dire le terme de stérilisation, c'est-à-dire qu'on vous prive de vos droits à la filiation reproductive. Vous n'avez plus le droit d'avoir un enfant, c'est fini. Et alors, depuis la loi J21 de modernisation de la justice, c'est censé avoir changé, mais la France a encore été condamnée en avril 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point, puisqu'en pratique, les décisions des juges continuent à se fonder sur le critère des opérations et de la stérilisation hormonale et chirurgicale. Donc, les revendications que les trans vont porter, qui sont les mêmes que celles qu'elles opposent aux psychiatres, eh bien en réalité, elles se fondent sur les principes d'une démocratie radicale. Ce que demandent les personnes trans, c'est l'égalité réelle de toutes et tous, non seulement devant la loi, mais en pratique, c'est-à-dire aussi devant l'administration, c'est le cas d'Hélène Azera, le respect de la vie privée, c'est-à-dire celui de ne pas aller voir dans votre culotte pour savoir ce qu'il en est de votre état civil. Le respect de l'autonomie et celui du droit à l'autodétermination et le rejet des discriminations et des violences, qui tous sont des droits fondamentaux qui ont été entérinés au niveau international au XXe siècle. Et en parlant de démocratie réelle, eh bien je terminerai là-dessus, on comprend que la portée des mobilisations trans, elle vient bien au-delà du droit, puisque en réclamant une démocratie réelle et incarnée, ce que visent les personnes trans, eh bien c'est le système de genre, celui qui produit des inégalités entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos, et entre les personnes cisgenres et les personnes transgenres, eh bien c'est ce système même qu'elles visent. Donc là, on a une convergence des luttes qui se fait avec les féministes, avec les gays et lesbiennes, avec les personnes intersexes. Alors, je vous ai déjà saoulé, donc je vais essayer d'aller vite. Donc voilà, pour terminer, parce que pour dire que la lutte pour le droit et les droits, elle est absolument essentielle, mais elle est limitée. Puisque finalement, quand on demande de nouveaux droits, c'est aussi en disant, voilà, nous on est des bonnes personnes, des bons citoyens, de bonnes citoyennes, donc on est comme vous, donc donnez-nous des droits. Il y a aussi une forme de normalisation par assimilation. C'est ce que soulignent les chercheuses et les chercheurs trans. C'est-à-dire qu'en faisant état qu'on est un bon citoyen, un bon citoyen, une bonne citoyenne, qu'on a un travail, qu'on paye ses impôts, etc., etc., pour pouvoir être assimilé par la société française, bien qui on rejette. On rejette les minorités racisées, on rejette les précaires, on rejette les migrants, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on crée des minorités à l'intérieur des minorités. Donc, bien au-delà du droit, ce que visent les personnes trans, c'est un système d'inégalité profondément implanté dans les catégories qui structurent notre expérience la plus quotidienne. On va au-delà du droit, puisque ce qu'on demande, c'est d'aller au-delà de l'exigence de binarité, celle où on a parlé de la perception du corps, de la perception en termes d'homme ou de femme. Puisque cette binarité profondément implantée dans nos interactions, nos perceptions, eh bien c'est elle qui produit les stigmatisations quotidiennes qui parfois rendent la vie des personnes trans invivable. C'est celle qui conduit des personnes cisgenres à attribuer un genre qui n'est pas le sien à une personne trans, à persister à appeler monsieur une femme ou madame un homme,
a persisté à nommer par son prénom de naissance une personne trans plutôt que par le prénom qu'elle a choisi. Quand c'est vos parents qui vous font ça, par exemple, hein, qui vous appellent volontairement par votre prénom de naissance et pas par le prénom que vous avez choisi. Ou à bafouer le respect de sa vie privée en interrogeant les personnes trans sur l'état de leurs organes génitaux. C'est aussi le système binaire de genre qui sous-tend les discriminations à l'embauche. Les insultes, voire une violence qui peut aller jusqu'au meurtre si son sexe de naissance vient à être révélé ou bien apparaît dans certains des traits physiques d'une personne trans. Et c'est aussi cette exigence de binarité qui engendre chez les personnes trans un travail permanent et exténuant du genre, ce travail qu'on appelle le passing, celui qui consiste à passer, c'est-à-dire à ne pas être visible en tant que personne trans, mais uniquement en tant qu'homme ou femme, comme si on était né ainsi. Mais, et je terminerai là-dessus, comme le dit l'écrivaine trans et féministe Julia Serrano, dans les interactions sociales, la seule différence entre mon genre transsexuel, ça c'est la traduction de l'anglais, hein, donc mon genre transgenre, on va dire, et leur genre cisgenre, c'est que ma féminité est souvent caractérisée comme secondaire, illégitime, ou comme une imitation de leur féminité. Et la plus grande différence entre mon histoire en tant que femme et la leur, c'est que j'ai eu à me battre pour être le droit d'être reconnue comme femme, alors qu'elles avaient le privilège de simplement pouvoir le prendre pour acquis. Donc ces luttes contre le système de genre, hein, qui se fondent, comme j'ai dit, sur des conceptions démocratiques radicales, elles mettent au centre de leurs préoccupations l'égalité symbolique, sociale et matérielle, le respect de la personne, de sa dignité, de son autonomie. Des questions qui nous concernent toutes et tous. On comprend alors bien en quoi et pourquoi le mouvement transféministe actuel appelle à une convergence des luttes. Une simple petite précision. Donc, la première chose que les personnes transgenres demandent, c'est de pouvoir changer leur genre librement, et leur état civil librement en mairie. C'est quelque chose qu'on nous demande depuis des années, qui nous est refusé. Je ne sais pas s'il y a une cause ou pas.
le dit texto, c'est « Alors, est-ce que tu bandes enfin ?» Voilà. Donc, ça peut donner une idée de la violence médicale que vivent beaucoup de personnes intersexes. En ce qui concerne la violence médicale pour beaucoup de personnes transgenres, le rôle de mon association, je vous ai dit tout à l'heure, c'était d'accompagner les personnes, puisque c'est plus que flippant de devoir, par exemple, quand on est un mec trans, un homme qui a été assigné femme à la naissance, qui a un vagin, a priori, d'aller chez le gynéco. Je pouvais, par exemple, vous laisser imaginer la tête des personnes ou un homme qui est déjà sous testostérone, qui a une barbe comme as, qui a une calvitie naissante, qui est une chimée qui doit faire un frottis, comme beaucoup de personnes ayant un vagin se retrouvent en salle d'attente. C'est pas... soit ça pose question, soit on a affaire à des insultes, on a affaire à les médecins qui foutent carrément la personne dehors, donc c'est un refus de soins. Quand c'est pas simplement des personnes, le médecin, quand c'est une femme par exemple qui va dire non mais je reçois pas, vous êtes un monstre, vous allez me violer. C'est de l'entendu également. Donc on accompagne pour histoire déjà dans la salle d'attente que ça se passe mieux, et après histoire aussi que le médecin ne sorte pas trop d'âneries, de violence ou je ne sais quoi d'autre. L'immense majorité des personnes trans refusent d'aller se faire soigner simplement parce que elles sont considérées comme des animaux. J'ai moi-même dû être opéré pour un problème osseux au niveau des côtes. Ils m'ont perdu dans l'hôpital puisqu'ils cherchaient mon état civil n'était pas changé, ils cherchaient un homme. Donc tout simplement ils m'ont amené faire une radio. Je suis resté 3 heures dans les couloirs parce qu'ils ne m'ont pas retrouvé derrière. Parce qu'ils n'ont pas eu, alors qu'ils le savaient, hein, ils le savaient très bien, mais ils n'ont pas eu la présence d'esprit de simplement noter entre parenthèses à côté que j'étais une femme trans. Voilà. Et ça c'est peanuts par rapport aux choses qui peuvent arriver à toutes les personnes trans. On a en France les opérations de réassignation génitale sont une boucherie. Merci, j'osais pas le dire. Une catastrophe. Il y a des chirurgiens qui exercent encore, mais qui ont laissé des femmes trans lors de vaginoplastie, c'est-à-dire la construction d'un néovagin, mourir sur la table d'opération. Je n'ai pas le droit de donner les noms, puisque là je m'exposerai à des poursuites, mais les chirurgiens ne sont même pas condamnés pour ça. Quand on entend aussi que c'est une opération très complexe, qui prend des heures et des heures, qui est très bien faite, par exemple en Thaïlande. La Thaïlande est très très réputée pour les vaginoplasties. Physiquement, il n'y a aucune différence entre un néovagin et un vagin d'une femme cisgenre. L'histoire de Janet. C'est Janet chez le gynécologue. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de différence. Mais en France, il y a quelques années, on a eu un enregistrement d'un chirurgien qui faisait donc une vaginoplastie, où il disait, excusez-moi, un trou c'est un trou. Ou la méthode qu'il employait, donc qui est normalement très complexe, il faudrait des années de formation et d'entraînement pour réaliser une vaginoplastie correcte. Il prenait une bande stérile, il la roulait en boule, il mettait un préservatif autour, ils enfonçaient et grosso modo ils recousent autour. Adieu les nerfs, adieu les sensations, pas de clitoris, des problèmes monstrueux pour uriner. J'ai pas de mots. Si vous en avez pour désigner ce que ça peut être, je veux bien, mais là j'ai pas de mots. Je vais faire un petit pause que ça c'est un peu dur. Merci d'avoir écouté. Non, je veux juste dire un petit Oui, Juste, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais,
Donc la France est condamnée, alors c'est-à-dire du côté autant des pratiques médicales que du côté de l'état de notre état civil, est condamnée tous les ans à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme concernant le non-respect des droits des personnes trans et des personnes intersexes. L'État français, ainsi que les équipes médicales accréditées officiellement en France, ont des pratiques qui vont à l'encontre des recommandations de la Convention européenne des droits de l'homme, du Haut Commissaire européen aux droits de l'homme et du défenseur des droits en France, qui est actuellement Jacques Toubon, qui n'est pas connu pour être un gauchiste, et qui lui-même a appuyé la revendication des personnes trans pour un changement d'état civil par simple déclaration devant un officier d'état civil. Jacques Toubon, à la base, était contre le Pax. Et donc c'est quand même assez... Merci beaucoup. C'est quand même... Jacques Toubon était contre le Pax quand il a fallu voter. Et tout le monde était assez perplexe quand il a été nommé au poste de défenseur des droits. Il fait un travail remarquable. C'est quand on a un problème, par exemple en mairie, où les officiers d'état civil refusent, pour X raisons, simplement parce que la tête des gens leur reviennent pas, de modifier les prénoms. On dit, il y a juste à dire défenseur des droits, et s'ils se pissent pas dessus, c'est pas mal. Ils y vont, ils y vont. Voilà. Bon, écoutez, je remercie d'abord, bien sûr, Marion, Julie et puis Alice pour son témoignage. Je crois qu'elle nous a fait entendre ici des choses qu'on n'entend pas, on entend rarement, qu'il est donc important que ces choses soient dites ici dans cette salle. Et ce que je retiens peut-être, avant de donner la parole, hein, bien entendu, mais je crois que c'est ce qu'a montré Julie, c'est qu'au-delà de la question transgenre, etc., il va bien une question qui nous concerne tous, qui est celle effectivement de la démocratie que tu appelles radicale, hein, démocratie radicale. Oui, je précise d'ailleurs que la prochaine conférence d'Université populaire tournera autour de cette question, puisqu'il y aura Sandra Logier et, c'est le 27 mars, Sandra Logier et Albert Augien. Albert Augien, tu as parlé de la sociométhodologie. Albert Augien est quelqu'un qui a introduit ça et qui parle de démocratie justement radicale. Bien sûr, je crois que ce que nous devons retenir, c'est que toute naturalisation, hein, et naturaliser, ça suppose bien sûr normer, etc., exclut justement de pouvoir considérer des personnes comme des sujets à part entière. Un sujet, c'est quelqu'un qu'on entend, qui parle, vous voyez bien, à la première personne, et non pas dont on parle à la deuxième ou à la troisième personne, d'ailleurs en général. Et cette naturalisation, je précise, très longtemps, les femmes ont été considérées comme une nature différente des hommes, donc avec l'idée d'une infériorité. On a parlé des indigènes, on a parlé n'est-ce pas, des sauvages, bien après on a parlé bien sûr des homosexuels, bon, des transsexuels, cette fois-ci j'emploie bien le terme qui me convient, bon, qui n'est pas le bon, mais que je suis obligé d'employer ici. Voilà, c'est ce que moi je retiens, et je remercie d'ailleurs aussi Marion, parce qu'elle a permis que ce débat qui va commencer, puisque maintenant la parole est à vous, ait lieu. Alors je vous donne, je vois déjà un bras qui se lève, là, si quelqu'un veut bien donner le micro. Bonjour et merci pour tout ce que vous avez dit. Néanmoins, je suis un peu étonné que dans cette problématique, vous n'ayez pas évoqué dans le toujours conflit nature-culture ce fait qui relève plutôt de la science, c'est la grande similitude ou la comparaison à faire toujours dans le phénomène de suite entre ce qu'on appelle la phylogénie et l'ontogénie. Voilà. Je peux dire que j'ai lu un jour un article dans le journal Le Monde. Je ne sais pas du tout si citer ces deux mots, enfin moi je les avais entendus, bon. Mais qui parlant du sexe, et expliquait très bien les origines de chacune des parties
les origines semblables de chacune des parties différentes des différents sexes. Voilà. Et il y a on va peut-être grouper les questions si vous souhaitez répondre immédiatement, tout de suite. On groupe les questions ou vous répondez tout de suite? Je suis désolé. En fait, je connais pas ces deux mots. Autogénie, phylogénie. Je demandais parce que c'est ça. On va regrouper les questions, oui, comme ça permettra. Qui d'autre veut poser une question? Madame, voilà. Oui, merci. Je vais vous embêter. Ouais, J'avais une petite question d'ordre un peu plus positif cette fois-ci. Moi, souvent, quand je fais face à des problèmes, donc tout ce qui est LGBT, etc., immédiatement, je pense à la jeunesse, en fait. Je me dis qu'en fait, le combat devrait être mené sur les enfants. Et c'est pour ça que je me demandais s'il existait des... J'ai pensé à ça quand vous parliez des éditions, en fait, peut-être de livres pour enfants, justement, qui mettaient en... Je me demandais, en fait, s'il existait ou même des sensibilités à l'école. Parce que j'ai l'impression que c'est la solution, en fait, au problème. Voilà. Je voulais savoir si... Alors, on peut peut-être encore une question, ou bien qui... Autre question là-bas? Est-ce que quelqu'un veut bien passer? Le micro arrive. Alice. Merci beaucoup. Je voulais vraiment féliciter du coup le spectacle qui était un pur bonheur et merci pour la performance, enfin, c'était incroyable et merci pour les échanges et la teneur de vos propos qui sont, je pense, essentiels. Donc bravo, félicitations. On va répondre aux questions. Il y a deux questions qui ont été posées, l'une sur l'ontologie et l'autre sur... Alors, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris votre question. Est-ce qu'on parle de... vous voulez parler des analogies entre le développement de l'espèce et le développement de l'individu, ou alors plutôt de l'embryogénèse, c'est-à-dire de ce qui joue? D'accord, ok. Alors là, effectivement, bon, je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'ose dire, mais le sexe, là, on va simplement parler des organes, parce qu'en fait, les niveaux de sexe sont extrêmement différents. Voilà, on a vu, il y a le niveau chromosomique, il y a le niveau hormonal. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur l'imprégnation cérébrale. Alors, beaucoup de théories fumeuses, mais il y a des pistes de recherche qui sont encore ouvertes. Il y a les gonades, hein, donc les entre guillemets glandes reproductives. Là, sur l'embryogénèse, donc on va plutôt parler des organes, c'est-à-dire des gonades et puis des organes sexuels externes. Alors, ce que je sais, c'est que par défaut, chez l'embryon, tout sexe est féminin. C'est après que ça se différencie dans le développement. C'est le sexe féminin, le sexe par défaut. Et après, dans le développement, vous allez trouver toutes les séries de variations qui vont aller du pôle mâle, qui est parfait, rarement réalisé finalement, et avec toute la série d'intermédiaires jusqu'au pôle femelle. On va pas dire parfait, on va dire typique. Et voilà, mais c'est la seule chose que je peux vous répondre. S'il y a un biologiste dans la salle, peut-être, plutôt. Oui. Alors, mes souvenirs qui sont très lointains, on peut parler de hyper mâle et hyper femelle. Mais alors, c'est comme vous dites, il y a un éventail considérable. Je pense que c'est aussi le cas des... Bon, ça c'est simplement de la biologie et puis très rapidement j'ai des souvenirs, bons souvenirs. Oui, on parlait d'hyper mâle et d'hyper femelle et entre les deux il y a un éventail. Et alors c'est un éventail qui est conditionné. À l'origine, on pense que c'est chromosomique parce qu'il n'y a pas autre chose de transmis que les chromosomes. Mais il y a les chromosomes, les 46 chromosomes, mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire les chromosomes des mitochondries, etc., qui aussi influencent. Alors ça, ça devient très compliqué. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah, si, mais les animaux aussi, je crois, ils présentent cette variété à l'intérieur d'une espèce, je pense. Puis alors, le sexe chez les animaux, chez les crocodiles, c'est déterminé par la température de l'environnement. Par exemple, c'est pas le sexe qui est déterminé, c'est la faculté d'être... alors, là, on ne parle pas de femme ni d'homme en biologie, on dit une femelle ou un mâle, et ça n'est en aucun cas péjoratif. Hein. Et puis, parce que de toute façon, on ne parle pas de l'être humain en biologie, on parle d'Homo sapiens, et Homo sapiens, c'est un animal comme un autre.
hein. Et les plantes aussi présentent cette variation. Hein. Voilà. Il y avait l'autre question concernant l'éducation. Je peux éventuellement ajouter une petite chose. Oui, je peux répondre également à la deuxième. Comme vous le disiez, donc, le sexe chez certains reptiles, donc même chez les tortues, est déterminé par la température. Ce qui pose problème donc, avec le réchauffement climatique, certaines populations sont exclusivement femelles chez certaines tortues, par exemple. Après, je pensais aussi au fait qu'il y a certaines femelles Homo sapiens, on va dire ça comme ça, qui ont des chromosomes XY, mais qui sont insensibles donc totalement à la testostérone. Donc des femmes, à tout point de vue, qui ont des chromosomes XY, c'est possible également. Oui. Je peux rajouter, il y a aussi XXY, oui. trois chromosomes. Oui, c'est un autre domaine. Tout de suite, je voudrais dire, c'est un très beau film, XXY, que je vous recommande. Très beau film, voilà. oui. Donc XXY, c'est un très beau film, vous ne connaissez pas. C'est un film brésilien de l'année 2007, de Lúcia Penso, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qu'on oblige à être femme alors qu'elle est garçon aussi. Voilà. Et c'est très très beau. C'est un très beau film sur, qui montre comment cette jeune personne, on va dire, et comment ses parents n'acceptent pas sa transidentité. C'est un film très émouvant et très beau. Je ne sais pas si on peut le trouver quelque part, mais je le recommande. C'est pas légal. Alors, dernière chose pour la question de monsieur, c'est je vais prendre l'exemple du poisson clown qui, en fonction de l'âge, change de sexe. C'est-à-dire que la quasi-totalité des poissons clowns quand ils naissent sont des mâles, mais deviennent des femelles en vieillissant. Et effectivement, quand il y a besoin, et c'est pas la seule espèce, effectivement, quand il manque des mâles, etc. Tout à fait. Donc le changement de sexe n'est pas typiquement humain. Pour ta question, donc, sur la littérature pour les enfants, pour les jeunes ados, il y a une éditrice à laquelle je pense, une éditrice, pardon, je me trompe, une dessinatrice de bande dessinée que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Sophie Labelle, et qui est Sophie Labelle, qui est donc une BDiste trans, et qui met en scène, c'est pas censé être elle-même, mais sur un personnage, donc une jeune fille trans de 13 à 14 ans, qui parle avec un discours très adulte, très posé, pour éduquer les adultes justement au fur et à mesure de ses aventures. Elle a sorti, donc, son bouquin s'appelle Ciel. Il y a plusieurs recueils, on peut la lire sur Facebook, où elle sort régulièrement des planches de sa bande dessinée. C'est pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les adultes. C'est très drôle, c'est très cynique et c'est québécois. Donc, il peut y avoir quelques notes de langage qui sont un peu particulières. Pour le reste de la littérature jeunesse, honnêtement en France c'est un peu la misère. Il y a certaines éditions comme Des ailes sur un tracteur. C'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement depuis l'année dernière, mais qui a pu faire des livres pour enfants, pour adolescents et donc pour adultes aussi, sur des histoires qui ne sont pas forcément genrées. C'est-à-dire que l'histoire, le personnage principal, ce n'est pas un héros ou une héroïne, c'est un personnage principal. Il y a également pléthore de livres qui inversent les stéréotypes de genre, qui luttent contre les stéréotypes de genre. Ils sont difficiles à trouver puisque ce ne sont pas ceux qui se vendent le mieux. Quand on va en librairie, il faut demander à voir ces livres-là ne sont quasiment jamais en rayon puisque ça ne se vend pas.
Après, il y a aussi tout ce qui est lobby derrière qui pousse à ce que justement les libraires ne mettent pas en rayon ce type de bouquin. Je pense à la Manif pour tous, qui a un fric monstrueux et qui l'utilise pour éviter justement que leurs jeunes enfants ne soient pervertis par le grand lobby trans. Je le cherche encore. Je ne sais pas si j'ai oublié la question qui suivait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alain. Ah bah oui, on va te passer le micro, Alain. Voilà, alors, moi j'ignore totalement ce qu'il en est par rapport à la question trans, mais disons que je suis un petit peu gêné depuis quelques minutes parce que j'entends dans cette salle où les interventions des uns et des autres sont vraiment polarisées sur le niveau biologique de la constitution des personnalités, des corps et de ce qui va avec, des comportements, des désirs, etc. Donc voilà, je voulais m'opposer un petit peu à un intervenant tout à l'heure. L'Homo sapiens, c'est pas tout à fait un animal comme les autres, c'est-à-dire, en tout cas, il se distingue par le fait qu'il a une histoire individuelle, une histoire collective. En tout cas, l'individu humain est toujours le produit d'une société, mais aussi le produit d'une histoire individuelle. Et ce n'est pas simplement en raison d'un dosage hormonal ou de je ne sais quelle autre caractéristique donnée par la nature à la naissance qu'il devient ce qu'il devient. C'est aussi en fonction de la construction très personnelle et donc très singulière, toujours soumise à toutes sortes de conditions d'environnement, que justement il construit à travers un imaginaire, il construit un désir, une personnalité. Voilà, je voulais dire cette première chose. Alors justement, le fait de... Parce que si on gomme ça, on ne comprend pas bien d'où vient aussi la terrible normalisation que toutes les sociétés, ou à peu près toutes les sociétés, pratiquent sur justement la binarité. Il y a deux possibilités, et tous ceux qui sont en dehors de ces deux possibilités vont subir toutes sortes d'avenirs parfois tout à fait désastreuses. S'il n'y avait pas cet imaginaire identitaire qui est aussi collectif, eh bien, il n'y aurait pas toute cette haine, ou tout ce mépris, ou tout ce rejet. Voilà, je ne crois pas que ça peut s'expliquer uniquement par des questions de dosage hormonal. Encore une fois, nous ne sommes pas que des animaux. Oui, c'est bon, il a eu. Mais en fait, je pense qu'on est complètement d'accord avec vous, mais il ne me semble pas avoir entendu dans les questions et les réponses quelque chose de l'ordre du déterminisme biologique. Je crois qu'on a décalé la question à partir de la question intersexe, en fait, qui est pas exactement qui recoupe la question trans du côté notamment des luttes et des revendications, mais qui a aussi ses spécificités, à la fois dans les pratiques du côté des mutilations qui sont imposées à des enfants en très jeunes âges, et puis aussi du côté de la question des fondements biologiques, de l'intersexuation, qui est du coup une question différente de la question trans, mais effectivement, c'est justement parce que, enfin ça aide, c'est un des arguments, c'est justement parce qu'il y a cette... c'est important de le souligner, il y a ces variations, alors, au sens quasi darwinien du terme, c'est-à-dire au sein d'une population humaine, il y a des variations dans la sexuation qui sont certainement pas au nombre de 2. Hein, tu me disais 48 tout à l'heure ? Ah, c'est même pas ça. Oui, voilà, parce que c'est encore des champs de recherche en développement. Mais c'est parce qu'on peut voir justement ces ensembles d'intermédiaires, peut-être qu'un jour on arrêtera. Moi je préfère le terme de variation parce qu'intermédiaire, c'est encore dire qu'il y a 2 pôles. Il y a 2 types, et puis on a des entre-deux. Donc c'est encore maintenir l'idée d'une idéalité comme ça du mâle et de la femelle. Donc si on dit qu'il y a des variations, c'est une manière supplémentaire, c'est un argument supplémentaire parmi d'autres pour dire, bah oui, la binarité de genre, c'est bien un sexe social, c'est bien une convention. Effectivement, elle a été pratiquée dans la plupart des cultures. Bon, après ça il faut discuter ethnologie, anthropologie, mais en tout cas, dans les sociétés d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord, enfin ce qu'on appelle grosso modo les sociétés occidentales, le système binaire est un système social qui écrase les trajectoires d'existence
dans le fond bien plus sûrement que ne le fait la nature qui laisse place aux variations du côté de la sexuation biologique. Donc je pense que c'était pas du tout incompatible de dire, bon, l'objet de la biologie, c'est l'humain en tant qu'il est un animal. Et après, l'objet des sciences sociales, les études féministes, les études genre, les études queer, les études transféministes, ce sont des sciences sociales, c'est justement cet humain en tant qu'il est un animal social, un animal de culture, et un animal qui malheureusement fabrique du genre. Peut-être une dernière question, parce qu'il faut... Ah oui? Je voudrais en revenir à la comédienne qui a donc interprété un transgenre, une personne transgenre, voilà, merci, une personne transgenre alors qu'elle-même est 6 genres, oh, je vais jamais m'en sortir, 6 genres, vous êtes une femme cisgenre, voilà, donc est-ce que vous avez eu des critiques de la part de personnes transgenres d'avoir interprété, vous, ce rôle? Vous avez dit que vous avez pensé à lui donner à interpréter à quelqu'un dans la salle qui est un homme, c'est ça? Avez-vous eu l'idée de le donner à jouer à une transgenre, à une personne transgenre? Et alors, non, je n'ai pas eu... Enfin, si, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi au fait de donner ce rôle à une actrice trans. Et en fait, comment dire, ce qui me... je disais tout à l'heure que j'avais pas... que le texte, il n'est pas uniquement sur la question des droits et de l'histoire des personnes trans, c'est aussi, et c'est vrai que c'est là où le théâtre, à l'inverse du terrain social, politique ou universitaire, il peut apporter des complexités, à la fois parler de la nature, du biologique, mais aussi des trajectoires individuelles, de l'individu. Et du coup, en fait, j'ai voulu parler de beaucoup de choses. À la fois de la violence que subissaient les personnes trans, parce que cette société avec des genres binaires, un genre binaire, faisait que ça broyait des vies, voire ça faisait mourir. Et aussi des femmes, parce que pas des femmes en tant que catégorie sociale, mais plutôt de la féminité, où aussi il y a beaucoup notamment c'est les féministes noires américaines qui ont apporté cette analyse, où par exemple les hommes noirs aux États-Unis, en fait on les dévirilise socialement pour justifier la suprématie blanche, etc., la domination des blancs sur les noirs, etc. Et du coup, qu'il y a il y a une manière, en fait, que la féminité, c'est minorer les gens. Et rabaisser les gens, et que ce qui est féminin est forcément inférieur. Et du coup, je voulais aussi parler de ça, et qui ne recoupe pas que les personnes, qui ne recoupe pas que ce que vivent les personnes trans. Et voilà, et il y a aussi cette chose que ça me gênait que des actrices trans doivent forcément jouer des actrices trans, des personnages trans. Après j'accepte toutes les critiques et je suis prête. C'était pas une critique. Mais non, mais je veux dire de la part des personnes trans, j'accepterais totalement que, on pourrait en discuter. Et c'est aussi que, en fait, je me suis dit, je vais utiliser mon privilège cis pour pouvoir parler parce que je pense que aussi, à mon avis, pour l'instant, j'ai pas été confrontée à ça parce que la Maison du Théâtre et Jean-Louis, son directeur,
ont vraiment voulu et choisi de programmer ce spectacle, mais je pense que ça, à mon avis, il y aurait eu une violence en plus de dire... Enfin, je pense qu'il y a des programmateurs et des programmatrices qui diraient bah non, enfin, en fait, qui voudraient pas programmer le spectacle si c'était joué par une personne trans. Et je me suis dit, bon bah voilà, je vais utiliser mon privilège de femme cis pour voilà aussi. Enfin, et il y a dernière chose, il y a aussi le côté hommage dans le spectacle où je voulais faire un hommage justement au combat à travers des petites citations comme ça de la figure d'Hélène Azra, mais aussi il y a un texte qui a disparu mais qui était inspiré des gasolines. Et voilà, et je voulais dire un dernier truc que j'ai oublié, mais bon voilà. Bon. Bien. Je sais pas si... Tu vas ajouter quelque chose? Moi, je pourrais ajouter plein de choses, mais bon, si tu penses quelque chose d'important, dis-le. Je vais ajouter une dernière petite chose. Déjà, je vous remercie pour votre attention par rapport à ce sujet, d'être aussi nombreux et nombreuses. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes intéressées par le sujet de la transidentité et autant de respect. Donc c'est vraiment super de votre part. Pour tout ce qui est représentativité des personnes trans, on le voit souvent quand c'est joué dans les séries à la télé. C'est rarement une personne trans qui joue une personne trans. On a des hommes qui jouent des femmes trans. Honnêtement, ça me fait vomir. Quand c'est une femme qui est cisgenre qui joue une femme qui est transgenre, c'est un minimum. Mais c'est encore très très rare aujourd'hui que les personnes trans jouent leur propre rôle. Je vais penser à la série sur TF1 Louise, par exemple. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont vu. C'est donc une femme cisgenre qui joue une personne trans. C'est un cliché monstrueux. Mais qui tombe sa pelouse en haut talon? Vraiment. Je veux bien qu'on exacerbe la féminité des personnes trans et que certaines d'entre nous soient légèrement accro au maquillage ou essayer de se faire belle. Mais non, on a autant de jugeotes que les autres et non, voilà, on tombe pas à la pelouse avec des talons de 12. Hein, il y a certaines choses aussi une dernière chose que je voudrais vous dire. Je vous rends le micro tout de suite après. C'est concernant les personnes trans, on parlait de la violence que chacun et chacune d'entre nous subissent au quotidien, que ce soit des agressions physiques, des insultes, ça peut être du travelot, ça peut être ça pue, tout ce genre de choses, ça peut être des coups, beaucoup d'entre nous ont subi. C'est même pas ce qu'il y a de plus violent à la limite, les coups. Je peux vous le dire vraiment. C'est le pire, honnêtement, pour nous, c'est ce qu'on appelle les micro-agressions. Je ne vais pas le dire contre vous, mais quand, par exemple, je me présente devant quelqu'un comme ça, comme je suis, ça fait des années et des années que je suis en transition, qu'on me dise monsieur, même par inadvertance, honnêtement, ça fait plus que mal. C'est pas fait exprès, hein, je veux dire. Je me pose la question très longtemps après sur mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pu est-ce qu'on m'a pris pour un mec, ce genre de choses. Il y a des gens qui refusent de respecter le genre qu'on a. Mes papiers ont été changés il n'y a pas très très longtemps. Mes papiers, donc mon prénom uniquement, c'est-à-dire que sur ma carte d'identité, j'ai toujours un M. Et pour changer le numéro 2 sur ma carte vitale, ce fameux numéro 2, une personne de la Sécu ne m'a même pas demandé si j'avais eu un jugement du tribunal, ce qui est l'unique document dont ils ont besoin. Non, cette personne m'a demandé « Est-ce que vous avez été opéré ?» C'est grosso modo ce que j'ai répondu de manière beaucoup moins polie. Non, mais j'ai eu beau essayer de lui dire non, vous ne voulez pas savoir ce que j'ai dans la culotte. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que j'ai eu un jugement du tribunal disant que oui, mon genre a été changé à l'état civil. Elle dit non, je veux savoir si vous avez le chat. Oh.
Ça c'est violent, mais ça c'est tout le temps. C'est pourquoi, quand on a des statistiques avec par exemple SOS homophobie, on se rend compte que les personnes trans sont beaucoup plus fragiles psychologiquement que les personnes qui ne le sont pas. On a 80% des personnes trans qui ont ou qui sont encore en dépression. On a les 3/4 des personnes trans qui ont pensé au moins au suicide. On a 40% qui ont tenté de faire une tentative de suicide. On a en France 4 fois plus de jeunes qui se luttent pas, malheureusement, par rapport au reste de la population. Le harcèlement scolaire pour les jeunes personnes trans, c'est une catastrophe. Personnellement, je ne suis pas gay, je suis homo mais pas gay, mais j'ai subi donc l'homophobie, la gayphobie, puisque mon comportement était assimilé à celui d'un homme gay très efféminé. J'ai beau avoir essayé de faire semblant d'être un mec, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais réussi. Même avec la barbe, quoi que ce soit, aucune idée de ce que c'est qu'être un mec. Beaucoup de gens le supposent qu'on fait une transition d'homme à femme. Non. Les femmes trans ont toujours été des femmes. Faire une transition d'homme à femme, de mâle à femelle éventuellement, si vous voulez, mais notre corps évolue effectivement de mâle vers femelle, mais nous avons toujours été du genre que nous sommes aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours été une femme. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Alors ça fait quoi d'être un homme ?» Demande à un mec. Il y a plein de choses comme ça. Quand on a des féministes aussi qu'on appelle les TERF. Les TERF, c'est une abréviation pour, en anglais, Trans Exclusive Radical Feminist. Donc les féministes du courant, c'est essentialiste. C'est essentialiste. C'est féministe radical, ouais, elles ne sont pas forcément essentialistes, mais... Qui estiment qu'en gros, une femme se réduit à vagin, utérus et gosse. Voilà, bon, non. Et que vous êtes des traîtresses et des traîtres à la cause, oui, surtout. Oui. Tout comme aux États-Unis, c'est sous l'impulsion de ce genre de personnes qu'aux États-Unis, on a eu des lois qui font que les femmes trans ne peuvent pas aller dans les toilettes des femmes. Soi-disant parce qu'on va violer les femmes. Et l'inverse est aussi valable. Donc je vois très mal un mec trans qui a fait de la muscu, qui est baraqué, qui a une barbe super grande, aller dans les toilettes des femmes. Ça ferait tâche. Mais pour eux, c'est normal. Soit dit en passant, il n'y a jamais eu aucun viol de qui que ce soit par une femme trans. Par contre, l'inverse, on les compte plus. Ça, on a même dû mettre en place pour nous une journée du souvenir trans en mémoire de toutes les personnes trans tuées parce qu'elles sont trans tous les ans. Et on est à 2000 tous les ans. On n'est pas, ça peut paraître peu, mais on n'est pas très très nombreuses. Nombreuses. On est tellement invisibilisés, si vous voulez, qu'en France, il y a 4 ans, l'État comptait qu'on était entre 12 et 15 000. Cette année, apparemment, on est 30 000. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. On s'est dédoublé. Dans les faits, les personnes trans représentent entre 0,4 et 0,5% de la population. Ce qui fait plus proche de 250 000. Pareil, ça vous donne une idée du nombre de personnes qui restent dans le placard par peur de tout ça. Toujours, je déteste parler au nom des autres, puisque ce n'est pas mon histoire. J'étais analyste en banque. Je ne suis absolument pas biologiste, désolé, c'est une question que je ne comprends pas du tout. Mais à l'époque où je travaillais, les gens ne savaient pas dans ma banque que j'étais trans. Et ça s'est su quelques semaines avant que je puisse enfin signer mon CDI. J'étais ravi. Et non, parce que justement, il y a eu l'information comme quoi j'étais une femme trans qui a circulé.
je me suis fait virer pour des raisons absolument grotesques. Pour l'anecdote, il paraît que des clients se sont plaints de le puer. Ah. Ça vous donne une idée du gros n'importe quoi. Alors aujourd'hui, et depuis 2016, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas discriminer une personne sur la base de l'identité de genre. Et en 2012, à cette époque-là, ça n'existait pas. Les personnes trans, jusqu'en 2010, étaient considérées toujours comme folles. Ce n'est sorti qu'en 2010, donc des affections psychiatriques liées donc à la folie. Mais nous, on est toujours considéré, toujours dans le manuel des psychiatres. Faut pas se leurrer. Le mot transsexualisme est aussi lié à l'époque où, dans les années 60, les traitements pouvaient se faire à coup d'électrochocs. Beaucoup de personnes homo ont également subi ces traitements dégueulasses. Beaucoup de personnes trans n'y ont pas coupé, y compris pour tout ce qui est thérapie de conversion, etc. C'est des viols correctifs, et on en passe. En Iran, les personnes homosexuelles sont opérées de force pour, comme des personnes trans, si vous voulez, pour correspondre à une vision hétéro. Donc, par exemple, une femme qui est lesbienne va être opérée, on va lui enlever ses seins, on va lui faire une phalloplastie, c'est-à-dire la construction d'un nouveau pénis. Je vous passe les détails parce que c'est déjà technique, c'est un peu sanglant et pas très au point. Et uniquement pour éviter qu'il y ait des homos dans ce pays. Mais il y a la même proportion de personnes homo ou trans partout dans le monde, hein. Sauf en Thaïlande. Ça, en Thaïlande, on peut compter jusqu'à 10, voire 15% de personnes trans. Parce que c'est plus ouvert, justement. Donc ça doit être une espèce de refuge. Je suis désolé, je m'étale. Je pourrais parler des heures et des heures et des heures de toutes les choses qui se passent autour de nous. C'est mon boulot aujourd'hui d'accueillir et d'aider les personnes. On en connaît plus dans les associations que les endocrinologues sur les hormones et sur l'effet des hormones sur nos corps. C'est la base pour une femme trans qui veut couper sa testostérone, c'est un médicament par exemple qui s'appelle l'Androcure, qui a été créé pour lutter contre le cancer de la prostate. Ça casse effectivement la testostérone, ça la met à zéro. C'est dangereux, donc déjà de base. On a besoin de testostérone, toutes les femmes ont de la testostérone dans le corps, déjà ça c'est pas top. Mais en plus, ce médicament est utilisé pour castrer chimiquement les violeurs. Donc oui, les endocrinologues, dont la SAFECT, j'adore la SAFECT, se font un plaisir de nous prescrire des doses monstrueuses, vraiment, de cette merde, qui s'appelle l'acétate de cyprotérone aussi. Si jamais vous voyez ça, ne vous prenez pas. C'est pour nous castrer. Avant de pouvoir nous castrer physiquement, ils nous castrent chimiquement. Si encore, à la SOFECT, justement, ils nous mettaient des œstrogènes, les hormones féminines, pour compenser, pour qu'on n'ait pas de problème d'ostéoporose, pour qu'on n'ait pas de problème de dépression, justement, puisque la testostérone a un effet antidépresseur. Non, ils peuvent nous laisser 6 mois, 1 an sans aucune hormone dans le corps. C'est criminel et rien n'est fait contre ces gens-là. C'est pour ça qu'on parle un petit peu d'eux, mais on les a un peu dans le nez, si on peut dire ça comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Non, pas. Une question, on a été obligé de terminer, mais un dernier mot. Voilà, moi je voulais juste un dernier mot très attendez. court à Marion pour faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que ce qui est absolument formidable, et avec la performance et avec la pièce, c'est qu'à la fois tout ce que tu décrivais là, on le retrouve dans la pièce. On retrouve tout ce qui fait le cœur de la stigmatisation, c'est-à-dire l'ordinaire, les interactions ordinaires, les humiliations ordinaires, les violences ordinaires.
Mais au-delà de ça, je trouve, enfin, je sais pas, je veux pas parler à la place de tout le monde, mais de toutes les femmes, mais je trouve que c'est aussi une pièce féministe, profondément féministe, qui s'adresse à toutes les femmes. Voilà, avant de quitter, bien sûr, je tiens à remercier très chaleureusement Alice, bien sûr Julie et Marion. D'ailleurs, si vous souhaitez continuer un peu la conversation, je crois qu'Alice veut bien présenter son association, discuter avec vous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer aussi à réfléchir sur ces questions avec le livre de Julie Mazaleg, Les déséquilibres de l'amour, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui est mis en vente par la librairie du Labyrinthe dans le hall. Voilà, je vous remercie, vous souhaite une très bonne soirée, et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez, si vous le souhaitez, adhérer à l'Université populaire d'Amiens. Tu veux dire quelque chose ? Une dernière chose. Vas-y, Alice. À titre personnel, j'ai trouvé la pièce tellement bonne que finalement, je pensais que tu étais trans. Voilà. Bon. Voilà.